Bonsoir, bienvenue à tous. Donc vous imaginez, c'est un grand plaisir d'être là devant vous ce soir. Je vois un peu mon métier comme le métier d'un passeur. Vous savez, le passeur, c'était justement en Égypte la personne qui permettait aux personnes qui vivaient sur une rive du Nil de passer sur l'autre rive. Donc le passeur, c'est, dans ma vision du professeur, c'est celui qui fait peut-être passer l'étudiant de sa vie de l'école, de la famille, à la vie professionnelle, à la vie active dans la société. Et ce soir, je vois mon rôle un peu comme un passeur des univers qui sont dans cette salle. Donc il y a des gens qui viennent d'horizons très différents. Et je suis ravi qu'ils se rencontrent aujourd'hui grâce à cette manifestation, cette célébration. Et moi, ça me fait du bien et j'espère pouvoir partager ça avec vous dans les minutes qui viennent. Donc j'ai intitulé ma leçon « Conception mécanique à l'échelle horlogère, invention, théorie et matérialisation ». C'est un beau titre, je trouve. Donc le sujet, en fait, en toile de fond, on a la mécanique, c'est mon terrain de jeu, si on veut. Et le sujet, c'est le processus créatif dans ce terrain. Alors voilà la trame, si on veut, qui va être sous la leçon, comme ça, pendant toute la durée de la leçon. C'est ma vision du processus créatif, assez simple finalement, mais on va essayer d'aller un peu dans le détail. Donc on part souvent d'un contexte, des gens qui sont dans le milieu, dans le terrain, peuvent arriver à identifier des besoins, à formuler ces besoins de manière claire. Et une fois que ces besoins sont formulés, commence le processus qu'on pourrait appeler créatif, où c'est l'imaginaire qui est en premier stimulé, qui génère tout un tas de choses qu'il faut réussir à exprimer d'une forme ou d'une autre, par oral, par dessin, par écrit, qu'il faut réussir ensuite à formaliser si on veut entrer dans un domaine scientifique, et ensuite à évaluer par toute la méthode entre la grosse machine de science, si on veut, dans la partie ici inférieure, qui permet de valider, contrôler, universaliser, si on veut, tout ce qui a été inventé par avance, jusqu'à ensuite réaliser et produire, envoyer, si on veut, dans le monde matériel, dans le monde physique, la chose qui a été réalisée. Donc on voit ici les accolades qui vous montrent ce que j'appellerais la création, ce que j'appellerais la conception. Donc je suis un enseignant de conception mécanique. Et puis ma vision de l'ingénieur, qui est quelqu'un qui est capable non seulement d'être ici une sorte d'engrenage à évaluer, optimiser, etc., mais vraiment quelqu'un qui a une vision plus large, qui peut lui-même participer à la définition des besoins de notre société et ensuite à être jusqu'à la fin de la chaîne capable de suivre et être conscient de ce en quoi résulte ce qu'il a produit en fait. Alors voilà, ces grands mots, maintenant il faut voir les choses un peu plus terre à terre. Maintenant, ça c'est le laboratoire. J'ai démarré donc il y a une année et quelques mois, seul, avec tous ces désirs, toutes ces visions, toutes ces envies. Et il faut maintenant passer à l'acte. On n'a plus d'excuses, les moyens sont là, tout le monde est à notre service, il faut agir. Alors voilà, maintenant, un an plus tard, voilà, on est 12-13 personnes. Et j'ai une équipe dont je suis ravi et je les remercie tous d'être là, de m'avoir soutenu. Déjà de faire confiance à un passeur qui n'a pas encore de bateau. Donc au début, quand on monte dans un labo et puis il faut juste faire confiance à la personne sans qu'il y ait de réputation et de réalisation, il faut le faire, merci. Et ensuite, l'ambiance qu'on a et le soutien qu'ils m'ont apporté jusqu'à maintenant et entre autres pour cette leçon ici. Alors avant d'aller vous parler maintenant d'exemples concrets de ce processus, il faut juste revenir, je fais une petite parenthèse, les gens connaissent ça, mais il faut quand même la répéter pour ceux qui ne connaîtraient pas. Un peu le point de départ de tout ça, c'est ma thèse chez le professeur Clavel, je ne sais pas où il est, mais il faut aussi le remercier parce que ma présence ici, il lui doit beaucoup, le voilà derrière, qui m'a lancé sur une piste fructueuse qui est celle de la conception des guidages flexibles. Alors c'est quoi ça? Finalement c'est assez simple. La mécanique, tout le monde connaît. C'est ce que font les enfants avec leurs mécanos, les miens sont là, ils connaissent ça bien. Mécano, Lego, c'est des pièces mécaniques, une masse, du frottement, un ressort. Il n'y a pas d'autre secret. La matière, l'étoffe de la mécanique, vous la connaissez tous, vous l'avez tous touché avec vos mains. Il n'y a pas d'autre secret, on ne joue pas avec des éléments magnétiques, électroniques, il n'y a rien de caché, vous connaissez la mécanique, vous l'avez touché tous de vos propres mains. Pour faire un squelette de machine, il faut articuler des segments de machine entre eux. Pour les articuler, il faut les connecter mécaniquement et permettre le mouvement. Et en fait, il y a très peu de solutions. Soit vous frottez,
soit vous roulez, soit vous fléchissez. Et en fait, essayez, vous pouvez chercher autre chose. Moi, je ne connais pas d'autre moyen de déplacer deux pièces mécaniques l'une par rapport à l'autre en contraignant d'une certaine manière leurs mouvements respectifs. Donc ma thèse a porté sur cette troisième variante qui est l'idée d'utiliser l'élasticité de la matière pour faire du mouvement. Donc on voit ici une pièce tout à fait basique où on articule le segment supérieur ici par rapport à la base selon 1 degré de liberté par l'intermédiaire de 2 lames qui sont des ressorts, mais qui ne sont pas que des ressorts, ce sont aussi des éléments qui guident la pièce, donc ils vont empêcher tout autre mouvement que celui qui nous intéresse ici, une translation. Voilà, donc on part de cette idée et on dit on repense la mécanique. Et ça c'est un peu le style, si on veut, que j'ai développé et qui est un peu sous-jacent à mon travail. Donc voilà quelques images de ce genre de pièces réalisées durant ma thèse. Et vous allez voir que ça nourrit un peu le travail qui va se faire après au laboratoire. Voilà, donc pour cet exposé, j'ai choisi de parler de 3 projets parmi de nombreux autres où on n'aura pas le temps d'aller tout énumérer. Donc c'est les 3 projets ici qu'on a en haut. On va les prendre les uns après les autres et pour chaque projet, on va les analyser avec cette grille de lecture processus créatif. Alors, le premier projet, c'est un projet médical. Et le besoin nous a été formulé par 2 personnes du terrain, donc une chirurgienne orthopédiste, je ne sais pas si elle est présente dans la salle, qui s'appelle Brigitte Ziolès, professeure au CHUV et à l'EPFL, et un professeur de l'EPFL en biomécanique, Kamia Ramignan. Donc, ces 2 personnes nous ont formulé un besoin qui est le suivant. Les prothèses de genoux sont devenues un élément qui est souvent implanté chez les personnes dont l'âge avance. Il y en a plusieurs dans cette salle, j'en suis sûr. Et on a un problème avec ces prothèses, c'est l'usure. Elles ont des durées de vie typiquement d'une dizaine d'années. Et une des raisons de cette usure, c'est le désalignement de la jambe, en fait, entre ici la hanche, le genou et la cheville. Si on n'a pas un alignement correct, vous voyez ici qu'on a un côté de la prothèse qui peut être plus chargé que l'autre, juste par l'équilibre des forces. Donc dans ce cas-là, vous auriez une usure accrue en ce point, et cette usure accrue va en plus augmenter encore le défaut, et la chose va de pire en pire, et un jour, il faut réouvrir le genou pour mettre un nouvel insert. Ce qui est très invasif, très lourd. Donc le rêve, ce serait d'avoir une prothèse où on pourrait corriger l'angle, donc corriger l'alignement de la jambe, une fois que la prothèse est implantée, sans réouvrir le genou. Voilà le besoin, donc c'est formulé de manière très simple. On s'attaque, ici c'est en ce cas-là à 2 avec Charles Bork ici présent et moi à la question. Plusieurs séances de brainstorming et une idée qui surgit. Un guidage flexible, vous savez maintenant un peu pourquoi, qui permettrait d'articuler cet insert. Et puis une idée amusante qui est de mettre 2 soufflets. Donc les soufflets, vous connaissez aussi ça, c'est ce qu'on a pour chauffer, attiser le feu par exemple, ou dans un accordéon. Les soufflets qui seraient rigides, donc c'est des pièces métalliques ici, qu'on remplirait d'un liquide et qu'on connecterait par un petit canal ici. Si le canal est fermé, alors le fluide est incompressible et la pièce se comporte comme une pièce rigide, il n'y a pas de mouvement possible. Si on ouvre la vanne, ici on imagine qu'on pourrait avoir une petite tirette qu'on pourrait manipuler de l'extérieur, peut-être souvent peut-être deux pressions, une pression pour déverrouiller, une pression pour ouvrir la vanne, et tout d'un coup la prothèse deviendrait compliante, c'est-à-dire flexible, et on pourrait agir sur le genou, par ostéopathie, par un physio, vraiment une manipulation de l'extérieur de la jambe, réaligner la jambe et reverrouiller, refermer la vanne, et on aurait réussi à refaire l'alignement. Vous voyez l'idée, c'est assez simple je crois. Alors on a réalisé un premier prototype. Le prototype que je montre sur cette vidéo, il est plus évolué, c'est ce concept, mais on va plus loin dans le prototype. On a 3 degrés de liberté. Vous allez voir, on a en fait 5 soufflets, et les 5 soufflets plus une articulation flexible un petit peu plus évoluée nous permettent de faire le réglage dont j'ai parlé sur la première image, mais aussi changer la longueur de la jambe, et enfin avoir le deuxième angle. Et on aurait dans ce cas-là 3 vannes, et chacune des vannes pourrait libérer sélectivement 1 degré de liberté. Et on pourrait ainsi donc faire les corrections des différents axes, indépendamment les uns des autres, et ensuite reverrouiller pour revenir quelques années plus tard chez le médecin pour un contrôle. Donc là on voit le mouvement ici piston de l'ensemble qui serait une correction de la longueur de la jambe. Et là le dernier degré de liberté qui est donc le basculement selon l'autre axe de l'ensemble.
Alors, pour la petite histoire, Charles ne le sait même pas, je crois. Pendant un des brainstorming, au moment où on a formulé l'idée de ces soufflets, moi, l'idée m'est venue du souvenir que j'avais, que j'ai remarqué que si vous cessez de respirer, vous fermez ici l'œsophage et vous tournez le thorax, vous essayez après à la pause, on entend un bruit aérien de respiration. Et mon analyse, je n'ai jamais été demandé à un médecin, mais je crois que c'est parce que lorsqu'on tord la cage thoracique, il y a un poumon qui est comprimé et l'autre qui est dilaté, et l'air circule d'un poumon vers l'autre. Et on entend respirer, mais en fait c'est un poumon qui respire dans l'autre. Et j'avais, pour une raison ou une autre, je me souviens quand on était assis à cette table, j'ai vu cette image du poumon, et je me suis dit, on pourrait faire ça, et il suffit de fermer entre les deux poumons, et on va bloquer la cage thoracique, on ne pourra plus tordre le... Alors on reparlera de ça, mais c'est juste pour montrer que moi je m'intéresse, souvent c'est anecdotique tout ça, mais en fait peut-être que ça l'est pas. Si on pense finalement le processus créatif, d'où ça vient, il ne faut peut-être pas mettre ça dans une anecdote, peut-être que c'est central ce qui se passe à ce moment-là. Donc on pourra en reparler un peu plus tard dans le cadre de la leçon. On continue maintenant avec 2 projets horlogers, puisque la chaire a pour mission de servir l'horlogerie à l'échelle suisse par ses recherches. Alors on va passer plus de temps sur ces 2 projets-là maintenant. Et avant de les aborder, je vais maintenant parler un peu du contexte, parce qu'en horlogerie, une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire mieux? Beaucoup de gens disent ou pensent qu'on est arrivé à une sorte de perfection et que finalement, il n'y a plus grand-chose à faire. Les journalistes me contactent, ils disent, mais recherche en horlogerie, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? La mécanique, on la connaît, tout semble être optimisé, on grappille des petits pourmilles à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire là-dedans? Donc je vais avec vous maintenant me reposer la question et voir un peu ce qu'on pourrait faire avec tout ça. Donc, le contexte, je vais passer rapidement à travers l'histoire de l'horlogerie. Je suis un peu un novice dans la matière, donc il y a sûrement des experts ici. Vous m'excuserez pour la rapidité et le survol qu'on fait, mais j'espère avec quand même le passage arriver à identifier les points clés, formuler un besoin, et après j'espère vous proposer 2-3 solutions intéressantes dans ce domaine-là. Alors voilà, depuis la nuit des temps, l'homme mesure ou observe le temps par le défilement des astres dans le ciel et éventuellement le passage des saisons. Donc là, le temps, il est dans le ciel et on va le lire là où il est, si on veut. Et il nous est donné, si on veut, par ce qu'on observe dans le ciel. À un moment donné, l'homme a voulu comprendre un peu mieux ces phénomènes célestes. Il a commencé à vouloir créer des machines pour mécaniser le ciel. C'est-à-dire faire des machines capables de reproduire certains des phénomènes célestes qui étaient observables à l'œil nu. Donc on a créé des planétaires, des astrolabes, qui sont des machines déjà horlogères dans le sens où ça concerne la lecture du temps, et du point de vue mécanique, c'est toute une série d'engrenages qui permettent de transmettre des mouvements à différentes vitesses et qui ressemblent énormément à ce qu'on trouve dans une montre aujourd'hui. Donc c'est vraiment les prémices de l'horlogerie qui sont dans ces éléments-là. Mais il n'y a pas encore de temps embarqué. Ici, c'est une manivelle qui est utilisée, donc on va prendre un exemple. C'est une manivelle qui est utilisée pour tourner le mécanisme. Donc le temps n'est pas propre à la machine, il reste dans le ciel, et nous, on reproduit le passage du temps en tournant la manivelle. On peut aller dans le passé, dans le futur, et lire la position des astres. J'ai ici l'exemple célèbre de l'anticitaire, que sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà vu ou entendu discuter, où on a une machine qui a été trouvée, donc là on est à 100 avant Jésus-Christ, avec des rouages qui ont été trouvés sur une épave, et des reconstructions bien détaillées qui nous amènent à une machine qui ressemblerait à ça, où on aurait ici, vous voyez, toute une série d'éléments qui seraient les astres, et lorsqu'on tourne la manette ici, on peut reproduire le mouvement des astres avec toute la complexité du ciel. L'étape suivante, c'est essayer maintenant de ne plus avoir besoin de l'observation du ciel pour connaître le temps, et d'avoir un temps propre embarqué sur le sol, sur la terre ou dans la main. Alors les idées, vous les connaissez, les clepsydres, etc. Ici, j'ai une belle image d'une grande horloge à eau en Chine, au XIe siècle, où on a réussi à mécaniser des éléments qui affichent de nouveau les phénomènes célestes, mais cette fois-ci, ces éléments tournent avec un temps propre à la machine. Là, on ne parle pas encore vraiment de mécanique. La mécanique arrive autour de 1300 avec le folio et l'échappement à verge. Alors, on a une petite horloge un peu coincée dans les habits ici pour la voir en sortant, qui fonctionne sur ce principe.
Les premières horloges mécaniques fonctionnaient sur le principe suivant. On avait un balancier, et ce balancier, on le lance, et il accélère, et il prend de la vitesse, et après, avec l'autre main, si vous voulez, on le relance dans l'autre sens. Alors, si vous faites ça, vous lancez le balancier de gauche et de droite. Si vous faites ça toujours avec la même force, eh bien, le temps que va prendre le balancier pour accélérer et aller jusqu'à l'autre main, il va être constant, et vous allez répéter ce mouvement, et vous aurez une base de temps. L'inconvénient, c'est que si vous poussez plus fort avec la main, le balancier accélère plus vite, et là, il ira plus vite dans la main gauche, et on aura eu un défaut de la mesure du temps. Donc là, j'ai une petite vidéo que j'ai faite de cette petite horloge qui est accrochée là. Vous voyez ici donc une roue qui, sous l'effet de la gravité, cherche à tourner. Elle est retenue par deux petites palettes. Et ces palettes lancent le balancier alternativement à gauche et à droite. Et l'accélération de ce balancier dépend de la force de traction. Donc ça ressemble de manière très proche à ce qui se passe sur la fameuse balançoire à bascule, où si chacun d'entre nous ici pousse avec une force constante, eh bien on va chaque fois freiner le balancier et le réaccélérer jusqu'à ce que l'autre fasse la même chose. Ça marche bien si on a la même forme, mais si on commence à s'exciter, on va le faire à un moment donné, on pousse plus fort et on arrive à aller plus vite. Donc c'est un garde-temps qui marche, à condition que les pertes ne varient pas trop, et à condition que la force motrice ne varie pas trop non plus. Mais toujours est-il, il y a eu un grand nombre de ces horloges construites, installées dans nos clochers, dans nos maisons, et c'était déjà un premier pas vers l'horlogerie moderne. La suite, c'est la découverte du pendule. Alors on dit que ce serait Galilée qui aurait observé un grand chandelier dans une cathédrale et aurait remarqué qu'un pendule, donc c'est simplement ça, une masse au bout d'un fil, lorsqu'il oscille, eh bien sa période ne dépend pas, ou très peu en tout cas, de son amplitude. Donc on se dit là, il y a quelque chose à exploiter, contrairement à l'autre système où le temps dépendait de la force motrice. Ici, si je vais fort, je mets beaucoup de force motrice, on aura un pendule qui est aussi fort, mais il n'oscillera pas plus vite que si je mets peu de force motrice. Alors c'est ce qu'on appelle le concept de l'isochronisme, c'est-à-dire être isochrone, donc avoir quelque chose qui, indépendamment de l'énergie qui est mise dedans, a une fréquence fixe. C'est une bonne idée. Il y a quand même quelque chose à mentionner. La première, c'est qu'on dépend de la gravité. Donc si vous prenez votre horloge, vous la mettez ailleurs sur la surface terrestre, G peut changer, vous aurez une autre fréquence. Et vous dépendez des accélérations éventuelles de l'ensemble, donc c'est peu transportable. Vous voulez mettre ça sur un bateau, dans un véhicule, à votre poignet, vous allez bouger, la pendule va s'affoler. Toujours est-il qu'il faut quand même ici mentionner, donc, au moment où Huygens et Galilée abordent ça, eh bien, c'est l'apparition, si on veut, vraiment de la science dans l'horlogerie, puisqu'ils arrivent, cette fois-ci, par équation, à démontrer le concept d'isochronisme et à réaliser un objet mécanique qui profite de ce concept pour en faire un objet utilisable. Alors qu'avant, jusqu'au folio, on peut dire que c'était des artisans qui optimisaient une machine sans conscience scientifique de ce qui se passait. Donc voilà l'image de Christian Huygens de son premier balancier, et ici, encore une fois, sous la forme d'une petite vidéo didactique, la balançoire qui reproduit fidèlement le phénomène de l'isochronisme, qui est vraiment à la base de l'horlogerie et de la précision en horlogerie. On est là au XVIIe siècle. La suite. Alors, j'ai mentionné les défauts du balancier. Donc, la suite, on aimerait faire un oscillateur portable cette fois. Et pour faire un oscillateur portable, il a fallu deux découvertes. L'une, c'est celle de la loi de Hooke. Alors, la loi de Hooke, c'est une loi qui est connue de beaucoup d'entre vous, qui concerne les ressorts. Et il dit que différentes formes de ressorts, typiquement celui-ci que vous connaissez bien, eh bien, ils ont une caractéristique qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire que si je les allonge d'une certaine quantité, la force de rappel est proportionnelle à cet allongement. Donc, un allongement, si je le double, j'aurai 2 fois plus de force. Et d'autre part, donc Christian Huygens qui a l'idée d'accoupler un tel ressort avec un volant d'inertie. Donc là, il y a quelque chose d'assez central, c'est qu'il y a 2 objets, donc le ressort, qui est un objet qui n'a aucune propriété temporelle, la masse, même chose, vous les mariez, vous les accouplez, et ils vont produire une propriété temporelle qui est la fréquence propre de l'oscillateur. Donc une fois que vous mettez ensemble une masse et un ressort, eh bien à 2, ils vont définir une fréquence, et cette fréquence, elle est indépendante de l'amplitude de nouveau de l'oscillation. Il aille très fort ou très doucement, ce petit bonhomme oscille toujours avec la même fréquence.
Alors, il nous reste une chose à faire, puisque maintenant on a la référence de temps, c'est arriver à maintenir cette chose vivante. Donc il faut donner de l'énergie au mécanisme parce que le balancier, comme l'oscillateur ici, perd de l'énergie. Alors voilà comment est-ce qu'on fait en horlogerie. On a trouvé un moyen d'exciter l'oscillateur sans perturber sa période. Et ça, on peut démontrer qu'un moyen propre de le faire, c'est d'attendre que l'oscillateur arrive à sa position neutre, c'est là où il a le plus de vitesse, et à ce moment-là, lui donner une petite chiquenaude qui va tout d'un coup donner un décalage en vitesse, redonner un petit peu de vitesse au mécanisme, et en faisant ça, on donne de l'amplitude sans perturber la période. Alors ce que je fais là, je le fais d'une manière très horlogère, où on voit un bâton qui tape une fourche. Je vais ramener les pièces ici. Donc il y a une fourche ici, et lorsque le bâton qui est fixé sur le siège de la balançoire arrive, moi j'attends que le bâton arrive, et c'est le passage de la balançoire qui déclenche l'action motrice. Donc il y a deux temps, déclenchement de l'action motrice et ensuite envoi de l'énergie. Alors c'est élégant, mais c'est pas évident à faire pour plusieurs raisons. Une, il y a le passage dans les deux sens. Donc on a un système oscillant, donc la balançoire, on ne peut pas faire autrement, elle n'est pas en train de tourner, en train de faire des révolutions comme ça. Elle est en train de revenir, et donc on doit avoir un mécanisme qui est capable d'aller dans deux sens, alors que les forces motrices, elles, sur une roue, vont vouloir aller toujours dans le même sens. Donc on est un petit peu en conflit ici entre le mouvement continu du moteur et le mouvement alterné de l'oscillateur. Et puis, c'est tout basé sur des chocs. Donc je suis à l'arrêt, donc tout le mouvement de la montre est à l'arrêt les 90% du temps, et c'est seulement au passage du balancier qu'on a un choc, une accélération, une énergie qui est donnée et un arrêt. Et on sait qu'en mécanique, ces chocs, c'est très dommageable pour l'usure, pour le rendement, pour le bruit, etc. Donc on est un petit peu sur une mauvaise... quelque part, il y a quand même des défauts de départ là-dedans, mais on va, au fil des années, améliorer, optimiser tout ça et faire des très belles pièces. Je vous montre ici le premier échappement connu de Thomas Mudge, qui fait vraiment quelque chose de très très proche de ce que j'ai montré avec mes bouts de bois. C'est juste que les choses sont un petit peu décalées. On a ici le balancier, donc ce sera la balançoire, et il y a une petite fourche ici qui vient actionner un doigt et déclencher la libération de ces trous d'échappement ici qui essaie de tourner, et chaque fois envoyer une petite dose d'énergie, redonner une petite dose d'énergie au balancier. Ça marche bien, ça a été optimisé, amélioré. On arrive aujourd'hui à l'échappement le plus connu qui s'appelle l'échappement encre suisse, qui fondamentalement diffère peu de ce que j'ai montré là. Il y a juste des astuces pour améliorer la fiabilité, le rendement et la fiabilité de fonctionnement généralement de l'échappement. Mais dans le fond, les éléments que j'ai mentionnés avant sont toujours présents dans l'échappement suisse actuel. Et les progrès qu'on peut mentionner depuis l'invention du balancier spiral concernent surtout les matériaux. L'invar, qui est un matériau qui permet au balancier d'être très peu sensible aux variations de température. Le silicium plus tard, avec des très belles pièces réalisées entre autres par l'entreprise Patek Philippe. Au niveau de l'échappement, des astuces sur le tirage, l'encre suisse et toute une série de nouveaux designs qui ont été proposés, mais qui restent tributaires de ce que j'ai mentionné jusqu'à présent. Voilà, on arrive ici un peu à la fin de l'histoire. Donc, pour boucler l'histoire, juste, je re-regarde de nouveau le ciel maintenant avec les montres d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un temps tellement précis maintenant à notre poignet que lorsqu'on regarde les phénomènes célestes, c'est eux qui sont maintenant en décalage par rapport à moi. Donc le temps qui était le temps céleste est devenu un temps maîtrisé, contrôlé par l'homme. Maintenant, l'homme, avec son temps, va contrôler les phénomènes naturels. Et on va observer par exemple que le soleil, si vous faites une photo de son passage à midi tous les jours durant l'année, il y a des jours où il en avance, des jours en retard. Et c'est votre temps qui permet de voir ça. Alors que par le passé, c'était inimaginable que le soleil soit en retard. C'était toujours nous qui étions en retard par rapport au soleil. Aujourd'hui, c'est nous qui allons dire au soleil de se dépêcher un peu pour venir à l'heure au rendez-vous. Ça, c'est la précision, donc c'est vraiment intéressant ce qui a été fait. Ce qui reste maintenant, c'est l'image ici en bas. Donc on a un oscillateur dont le facteur de qualité aujourd'hui, avec toutes les optimisations qu'on a réussi à faire, est de l'ordre de 200. Le facteur de qualité, c'est le nombre d'oscillations d'un tel balancier, donc j'en ai un ici, jusqu'à l'arrêt. Alors en fait, ce n'est pas jusqu'à l'arrêt, si vous voulez être précis, c'est jusqu'à 4% de l'amplitude d'origine. Donc je le lance, on le laisse osciller,
et celui-ci est très mauvais, hein, c'est un démonstrateur, il devrait faire 200 oscillations avant de s'arrêter. Et c'est ce qui se passe dans les meilleures montres aujourd'hui. On est à ce niveau-là de qualité, de guidage de la structure. Vous sentez venir l'histoire qui va se passer avec ça? Et on attend après. Et l'autre chose, c'est le rendement de l'échappement, qui malgré tous les travaux et développements faits jusqu'à présent, sature autour des 35, 36, peut-être 40%, pour des raisons vraiment fondamentales de son principe de fonctionnement. Donc si on devait formuler maintenant un besoin, de manière assez immédiate, on pourrait dire, on aimerait bien, pourquoi pas multiplier par 10 le facteur de qualité, pourquoi pas viser un rendement de 95% comme dans n'importe quelle transmission mécanique aujourd'hui. C'est juste cet échappement qui est si mauvais parce qu'il est difficile à concevoir. Mais des engrenages, des vis tangentes, tout un tas d'organes mécaniques qui permettent d'avoir des rendements bien meilleurs que les 35% qu'on voit. Donc voilà, donnons-nous comme but, pour le futur, c'est la leçon inaugurale, je n'ai pas encore les résultats, mais c'est la vision de viser des chiffres de cet ordre-là. Comment faire? Alors, on va aller rapidement sur une première idée, qui est celle que j'ai évoquée en passant là-bas, qui est celle d'utiliser des guidages flexibles en lieu et place des paliers sur pierre qui sont utilisés aujourd'hui dans les montres. Donc aujourd'hui, on a des très jolies pièces, des rubis, des petits axes en acier très précis, une bonne liquéfaction, qui font du bon travail, mais saturent, comme j'ai dit, à une qualité de 200. On pourrait très bien envisager prendre des technologies développées pour le spatial, par exemple. Ici, j'ai une pièce développée pour le CSOM, par le CSOM en fait, pour l'agence spatiale, pour pointer des lasers ou des télescopes ou des antennes qui sont embarquées sur des satellites. On pourrait prendre cette technologie, ces développements-là, les mettre à cet endroit et réaliser une pièce monolithique avec un très haut facteur de qualité. Alors c'est faisable. Là, ici, je montre une maquette assez grande dimension pour illustrer ce potentiel, où on voit donc un balancier à l'extérieur. Donc c'est une pièce monolithique. On voit ici des lames qui réalisent, comme ici ces deux lames font une translation, ces deux lames-là font une rotation, et on voit cette petite étiquette ici avec une croix. Ce système se comporte comme si à l'endroit de la croix il y avait un pivot à pierre, alors qu'il n'y a rien. C'est uniquement un ressort qui se déforme élastiquement. Et vous voyez que la pièce est très peu amortie. Donc il y a un grand potentiel d'amélioration sur le plan du rendement de ce genre de pièces. Il y a plein de questions qui viennent avec, bien sûr, parce que les échappements à encre suisse actuels ne sont pas compatibles avec cette chose-là. Donc, si on veut aller dans cette direction, il va falloir repenser beaucoup de choses derrière, et il y a un long travail de nouveau de recherche à faire dans cette voie. Maintenant, on passe au troisième projet, qui va nous occuper un peu plus longtemps que les deux premiers. On va être un peu plus ambitieux que précédemment. On se dit maintenant, on va faire du flexible parce que ça permet de s'affranchir des deux éléments supérieurs, mais on aimerait aussi éliminer l'échappement puisqu'on voit qu'il est problématique malgré tous les travaux qui ont été faits sur cette piste. On dit on va essayer d'enlever cette piste et qu'est-ce qu'on pourrait faire qui reste de l'horlogerie mécanique dans ce chemin. Cette fois-ci, la source d'inspiration nous vient de l'histoire des sciences. Alors on prend des petits rappels, les lois de Kepler. Kepler nous dit en 1609, il découvre en observant les orbites de Mars, que les planètes semblent avoir une orbite elliptique autour du Soleil, le Soleil étant à l'un des foyers de ces orbites. On sait aujourd'hui que c'est lié à la loi de gravitation, qui est proportionnelle à 1 sur r carré, r étant le rayon, donc la distance entre le Soleil et la planète. La deuxième loi nous intéresse moins ici, mais je la mets pour la séquence. Il dit que la surface décrite par la ligne qui connecte la planète au Soleil durant un temps delta t couvre une surface qui est toujours la même. Donc ici, entre le passage entre ici, cette surface ici, colorée, a la même surface qu'ici pour le même delta t. La troisième loi qui, elle, nous intéresse, concerne la période des orbites. Donc les planètes qui sont proches du Soleil tournent plus vite, donc mettent moins de temps à faire une révolution que les planètes qui sont loin de l'orbite, loin du Soleil. Et on a ici la loi en racine de a cube. Alors on a un exemple ici, une petite animation. On a a, 4a, donc faites 4 au cube. 4 x 4, 16, x 4, 64. La racine carrée fait 8. Donc en principe, on les lance les deux, et celle-ci devrait mettre 8 tours, faire 8 tours, tandis que l'autre fait un tour.
si ça marche. Donc on a Claude Nicolier ici, j'espère que je ne fais pas de bourde dans mes explications. Alors on voit des animations qui ont été faites avec les vraies lois mathématiques par un mathématicien au labo Ilan Vardi qui nous montre ici qu'après 8 tours, ils vont repasser ensemble la ligne d'arrivée. Newton s'est intéressé aux lois de Kepler, il a recherché mathématiquement à expliquer à quoi elles étaient dues, et dans ses élucubrations mathématiques, lorsqu'il cherchait des lois mathématiques permettant d'expliquer les orbites elliptiques, avait trouvé qu'une autre loi, qui serait une loi en moins KR, c'est-à-dire la loi qui est typiquement la loi d'un ressort. Donc si une planète était attirée vers son Soleil par une force qui est d'autant plus grande que la planète est loin du Soleil, ce qui n'est pas le cas, mais dans l'imagination, imaginons que la mécanique céleste soit différente, et bien dans ce cas-là, on aurait des planètes qui tournent autour de leur Soleil, toujours autour de l'orbite elliptique, mais cette fois-ci avec le Soleil qui serait au centre de l'ellipse et non plus au foyer. Et, ce qui est noté ici en bas, ce qui est remarquable, c'est qu'on aurait dans ce cas-là, la période pour faire une révolution serait indépendante de la distance au Soleil, du rayon de l'orbite. Encore une fois, ça veut dire qu'on aurait des planètes qui sont proches du Soleil, qui feraient le tour du Soleil dans le même temps qu'une planète qui serait loin du Soleil. Alors voilà le genre de mouvement qu'on aurait. Donc ça, c'est pas céleste, c'est mental. C'est une planète attirée par le Soleil avec une force proportionnelle à la distance au Soleil. Maintenant, on va relancer la course, cette fois-ci, avec 3 planètes sur 3 orbites différentes. Et cette fois-ci, si mes dires sont corrects, elles devraient toutes repasser la ligne d'arrivée en même temps, indépendamment de leur position de départ. Voilà, donc on a un tour. Après, on va même un ralenti, je crois, pour vraiment vérifier qu'elle passe la ligne d'arrivée en même temps. Donc, on aurait dans ce cas-là un système solaire isochrone. Alors, ce mot isochrone, qui tombe dans l'oreille d'un horloger, c'est une piste pour faire peut-être un garde-temps. Donc là, on va s'arrêter, si on veut, avec Newton, etc., l'histoire. On passe au laboratoire, Instant Lab, chez nous. On se dit, nous, on fait de la mécanique. Cette idée céleste, on pourrait la mettre dans une petite machine. Facile, on prend un ressort, on l'accroche à un axe central, on met une masse, on lance tout ça, et on a un oscillateur isochrone. Alors, est-ce que ça marche? Alors, il faut calculer, on formalise, mathématiques, résolution des équations. Il y a quelques petites difficultés qui apparaissent, c'est que dans les formules de Newton, la masse est ponctuelle. Donc cette masse n'a pas de moment d'inertie. Alors qu'une masse physique, elle n'est pas ponctuelle, elle a une dimension physique. Et lorsqu'elle fait ses révolutions, elle est aussi en train de tourner sur elle-même. Et donc il y a l'énergie cinétique stockée dans la planète en train de tourner sur elle-même et pas seulement en train de se translater. Alors on essaye quand même, on résout ce système avec une inertie qui est ici indiquée là en plus de la masse et du ressort. Et si on résout ces équations, on va trouver la période du système. Et malheureusement, cette période n'est pas constante. Donc c'était une bonne idée, mais c'est une bonne idée à condition que l'inertie, encore une fois, le moment d'inertie soit très faible ou tende vers 0. Donc on voit les jolies orbites, mais qui ne sont pas les ellipses prédites, et le système n'est pas isochrone. On est un peu coincé, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On aimerait annuler l'inertie. Alors, matériaux denses, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, optimiser, etc. Mais on veut vraiment aller vers 0 si possible. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un objet qui orbite autour d'un autre et avoir le moment d'inertie de l'objet nul? Alors, la réponse est amusante, on va le faire avec cet objet-là. Si je prends cet objet, on va pas dire ce que c'est, et que je fais ça, et je pose la question, est-ce que l'objet noir que je tiens dans la main tourne? Et donc, il faut répondre. On peut demander aux enfants, est-ce que ça tourne? Oui? Alors c'est ça la différence entre le monde de l'enfant et le monde de l'adulte, et entre le monde du scientifique et le monde quotidien, c'est que le scientifique dit que non, ça ne tourne pas, ça se translate le long d'une trajectoire circulaire.
Si on voulait faire tourner cet objet, il faudrait faire ça. Vous voyez la différence? Là, il tourne, alors que là, il se translate. Donc dans ce mouvement que je décris ici, le moment d'inertie n'intervient pas, il n'y a pas d'énergie cinétique angulaire dans cette pièce-là. Voilà, une belle piste. Donc on veut faire ça, prendre une planète qui tourne autour d'un soleil, et cette planète ne tourne pas sur elle-même. Ce serait une planète sur laquelle un jour dure 1 an. Donc vous avez ici à droite, vous habitez ici, vous êtes au soleil, 6 mois plus tard, il fait nuit, et 6 mois plus tard, c'est de nouveau le jour. Et ensuite, étape suivante, comment faire ça? Et la réponse, c'est qu'on découvre qu'on l'avait déjà inventé il y a 10 ans, et c'était en photo sur le livre dont a parlé Nicolas de Roy tout à l'heure, qui était publié pour ma thèse. Il y avait sur la couverture de ce livre la photo d'une pièce qui fait exactement ce qu'on cherche. On voit une petite vidéo que j'ai tournée à l'époque, une petite pièce en titane, quelques centimètres de haut, avec des articulations flexibles taillées dans la masse par électroérosion, par Stefano Bottinelli, ici présent aussi, que je salue au passage. Et voilà cette petite pièce ici qu'on peut faire orbiter autour de son soleil, avec une force de rappel qui sera plus ou moins proportionnelle au rayon de gyration de la pièce. Donc on voit c'est possible de faire une pièce physique très simple, finalement, mais monolithique, qui a ses propriétés recherchées. Alors nous, on a été plus loin, on a cherché maintenant à faire vraiment quelque chose qui fasse le plus fidèlement possible cette loi. Et voilà une première construction qui peut le faire. C'est une table très simple, en fait une table qu'on appelle une table XY dans notre langage, dans le jargon de constructeur. Donc une table qui se déplace dans le plan, avec 2 étages. Et si les étages sont identiques, alors la force de rappel sera proportionnelle à la distance au centre. Donc on voit ici la pièce, les couleurs sont proportionnelles à la distance au centre. Donc si cette pièce reste rouge au cours de l'orbite, ça veut dire qu'elle est toujours à la même distance du centre, donc elle suit effectivement une trajectoire circulaire, et elle est en train de se translater, elle ne tourne pas sur elle-même. On fait exactement ce qu'on cherchait à faire. Si on regarde maintenant un peu plus en finesse, on veut que la force qui nous ramène au centre soit vraiment proportionnelle au rayon. Et on voit en fait cette pièce, elle a des petits défauts, c'est-à-dire qu'il y a des zones où elle est un peu plus souple que dans d'autres. Donc on a le déplacement réel en bleu et le déplacement idéal en vert. Et on voit ici le guidage est un petit peu trop rigide, et dans d'autres endroits il est un peu trop faible. Donc on n'a pas exactement la loi qu'on cherchait à avoir, mais on s'en approche. On cogite, on propose un nouveau design qu'on appelle compensé. Et là, pour des raisons qu'on comprend assez bien et qu'on peut modéliser, on arrive à avoir un match, un fit. Donc on arrive à vraiment suivre de manière très précise la loi qu'on cherchait à avoir, qui est donc une loi centrale, proportionnelle au déplacement, donc à la distance au centre, et indépendante dans l'orientation. Donc là, on approche de notre but. Il faut encore une chose maintenant, c'est alimenter ce système en énergie, puisqu'on aura des très bons facteurs de qualité, c'est prédit, puisqu'on a une approche de guidage flexible, mais il y a quand même des pertes, il faut maintenir ça en mouvement. Alors, on a de la chance parce que cette fois-ci, ça va toujours dans le même sens. On n'a plus ce problème d'aller-retour. Et on veut juste donner un petit peu de force tangentielle à notre planète pour la maintenir sur son orbite. Alors, le moyen le plus simple, c'est une manivelle de rayon variable. Donc, c'est une petite barre en métal avec un trou oblong et une goupille à l'intérieur du trou. Et puis, on fait tourner cette manivelle. Et puis, en tournant la manivelle, ça maintient la planète sur son orbite. Donc, maintenant, on met un couple ici. Et ce système-là va tourner à une vitesse qui n'est pas constante. La vitesse n'est pas constante, mais la période, elle, va toujours être constante. Donc maintenant, on a rendu le temps qui était devenu discret. On entend le tic-tac là-bas. On le ramène à du temps continu, donc l'époque des horloges à eau. Et le temps aussi continu des observations célestes. Il n'y a plus le bruit du tic-tac. Et en principe, on a, du point de vue mécanique, une très très bonne piste de conception. Voilà, donc depuis une semaine, on a un démonstrateur qui tourne au laboratoire. On va vous faire une démo en fin de leçon, qui reproduit ça. Donc c'est un petit peu plus compliqué à l'intérieur, mais grosso modo, c'est ce que je vous ai montré. On a un petit moteur ici, qui avec une manivelle attaque un petit rubis. On a gardé le rubis horloger, qui met ce système sur orbite. Et on va filmer ici un point. Là, on a mis un point jaune ici sur la pièce.
et on regarde la trajectoire effectuée par ce point. Et au miracle, on a une très jolie ellipse. Cette ellipse, elle n'est pas contrôlée, hein, donc on le laisse orbiter librement. Donc aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore exactement les proportions de l'ellipse, et on ne sait pas comment elle va évoluer dans le temps. Mais on voit qu'on est sur de nouveau une piste très très bonne, et c'est l'ellipse décrite ici par Newton il y a quelques années. Donc si, après expérimentation, validation, etc., ça se vérifie, nous aurions mis au point un garde-temps qui a un très haut facteur de qualité et qui dissipe très peu d'énergie pour être maintenu en mouvement. Donc le maintaining, c'est l'alimentation en énergie, le counting, c'est le décompte, le défilement des aiguilles. Donc tout ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace à réaliser. Et le rendement, en principe, de la transmission doit être excellent, puisque de nouveau, on n'a pas tous ces problèmes de choc, d'accélération qu'on a décrits avant. On pense avoir une jolie brique ici à mettre dans l'histoire de l'horlogerie. Donc si on replace ça sur un axe temporel, j'ai mis de nouveau de manière très schématique les filiations entre les idées, et donc les pointillés, ce seraient les balanciers, l'élément, donc le garde-temps, la référence de temps. Donc on a le folio qui devient un balancier spirale, le spirale qu'on améliore avec l'invar, qu'on améliore avec le silicium. La ligne noire, ce serait l'échappement, donc l'échappement à verge qui devient l'échappement de Mudge, qui devient l'échappement encre-suisse, et toute une autre variété. Et nous, on repart ici vers 1600, on saute tout ça et on propose un nouveau concept pour peut-être le futur. Alors bien sûr, c'est des idées et il y a tout un tas de choses à valider, à confirmer avant de dire que ça marche. Voilà un petit peu les listes des choses qu'on va faire dans l'ordre chronologique probablement. Avec question d'isochronisme, stabilisation de l'orbite, équilibrage dynamique, puisqu'on aimerait que ce système-là soit miniaturisé, puisse être transporté peut-être au poignet, compensation thermique, assemblage, intégration, etc. Donc il y a tout un immense travail à faire, puisque on est de nouveau à ce stade-là, si on veut, il faut faire tous les développements et tout ce qui a été contrôlé, optimisé au cours des années. Nous, on doit recommencer avec notre nouveau concept. Voilà, alors si on se replace dans notre grand schéma de départ, on a vu le contexte, un besoin formulé de manière claire et simple, des idées qui, dans ce cas-là, venaient de l'histoire des sciences. Ensuite, formalisées sous la forme de croquis d'idées. Ensuite, d'équations mathématiques résolues. Et enfin, d'un prototype de démonstration. Alors, j'ai mis ici les photos des différentes personnes du laboratoire qui ont contribué significativement à ce développement. Et ce qui est vraiment beau à raconter, c'est qu'aucun d'entre nous n'aurait réussi à le faire par lui-même. Donc, on avait plein d'idées qui sont emboîtées, mais personne n'arrivait. Et puis c'est vraiment l'emboîtement de nos compétences, de nos connaissances qui a permis d'arriver à cette piste-là. Donc c'est vraiment une sorte d'esprit collectif, une conscience collective qui nous a permis de sortir cet objet-là. Maintenant, on peut se poser la question, une fois que c'est fait, à quoi ça ressemble? Parce que ça, c'est le chemin que nous, on a suivi, mais ça ressemble à quelque chose qu'on a fait, ça ressemble à ce qu'on appelle le pendule conique. Alors, je le montre ici de nouveau sous la forme d'une balançoire. Le pendule conique, c'est un pendule comme je l'ai montré avant, sauf que cette fois, on le fait tourner, et le fil ici décrit un cône. Et on peut montrer qu'un pendule conique, c'est aussi une bonne base de temps, un peu comme le pendule circulaire. Et c'est quelque chose qui est reconnu. Ici, on a le fameux livre de Fossé, qui décrit ici le défaut des isochronismes. Donc, c'est la variation de fréquence, ici, donc de révolution en fonction de l'amplitude. Donc, le pendule circulaire a un défaut, le conique a un défaut de signe opposé qui est 4 fois pire. Mais ça reste une piste intéressante, et certains ont essayé de l'utiliser. Ce qui le distingue de notre design à nous, c'est que ce n'est pas un oscillateur harmonique, et que pour faire marcher ça, en fait, pour avoir une bonne base de temps, il faut forcer en fait, le pendule à être sur une orbite circulaire. Et à ce moment-là, il pourrait marcher. Mais si on le force sur une orbite circulaire, eh bien, il y a tout un tas de problèmes mécaniques de nouveau qui se posent. Alors que nous, on va laisser l'oscillateur libre, comme le balancier dans une montre est essentiellement libre. Notre oscillateur à nous, on le laisse libre.
de faire ses orbites comme il l'entend. Donc une autre manière de décrire le travail qui a été fait ici du point de vue historique, ce serait de dire, nous avions pour les pendules, le pendule qui un jour a été transformé en un balancier spirale pour être embarqué sur la montre, exercice fait par Huygens et Hooke. Nous connaissions le pendule conique et il n'y avait rien dans la case en bas à droite. Et alors, ce qu'on fait nous, c'est proposer, on fait le même saut conceptuel qui a été fait en haut, on le fait en bas, et on propose un oscillateur. À la place du spiral, qui est l'élément ressort, ici, on a nous un ressort isotrope, et à la place du balancier, on a nous une masse qui orbite en se translatant autour d'un centre. Voilà notre contribution. Voilà, on va ressortir un peu de toute cette plongée, disons, scientifique. On revient sur le schéma que j'ai montré avant, et on va revenir aussi au métier du professeur, qui n'est pas qu'un chercheur, mais aussi un enseignant, et se dire, est-ce que tout ça, est-ce qu'on pourrait l'enseigner à nos étudiants? Alors j'ai osé ici de mettre créativité, donc pédagogie de la créativité. Alors j'ai une photo ici d'une classe, je ne sais pas si les élèves sont là ou pas. Les élèves sont là. Donc c'est la classe du lycée technique de Bienne en horlogerie. On voit que la photo porte à penser que c'est une classe créative. Et quand on se pose cette question, peut-on enseigner la créativité? En général, la réponse que j'ai, d'ailleurs par de gens très créatifs, c'est que c'est pas possible. Les gens, soit ils sont pas créatifs, soit ils sont créatifs. Il faut les choisir, les mettre aux bons endroits. Et c'est comme ça que ça se passe bien. Il ne faut pas essayer de changer les choses parce que c'est comme ça, un point, c'est tout. Alors, si on est chef d'entreprise, peut-être que ça va parce qu'on gère nos ressources. On est professeur, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas tenter la chose et d'essayer d'enseigner la créativité. Donc, j'essaye, par mon enseignement, de ne pas faire que travailler sur cette partie formalisation-évaluation qui est drillée depuis l'enfance jusqu'à la fin des études universitaires et évaluée de manière très rigoureuse, mais aussi à stimuler les étudiants dans cette zone-là de leur processus créatif. Alors bien sûr, je dis ça, après les gens disent « ouais, c'est bien joli, comment on fait en pratique ?» Alors, je ne vais pas vraiment donner des réponses, mais un petit peu des pistes, et je terminerai avec ce slide que j'ai fait il y a 2 jours, comme ça, je me dis, mais comment je vais parler de ça? C'est difficile d'en parler, plus on en parle, moins c'est clair, mais j'essaye quand même. Alors, je ne vais pas tout raconter, hein, mais un petit peu. Alors, les pistes. La première piste, c'est l'exemple. D'accord? Donc, l'enseignement, ce n'est pas juste une matière, un élève, et puis il y a une sorte de tuyau qui amène la matière à l'élève. Il y a une autre manière très puissante d'enseignement qui est le maître, si on veut, et le disciple. Je ne sais pas trop ces mots-là, mais c'est l'exemple, c'est-à-dire que si soi-même on ose être créatif et le manifester, ça va permettre aux élèves de oser eux-mêmes le faire, et c'est une première stimulation. Donc, première chose, oser soi-même l'être. Ensuite, alors on va prendre différents points. Une piste pour aller de manière facile, c'est l'idée du hands-on, les jolis petits mots américains. On veut que les élèves touchent, parce qu'en touchant, ils apprennent. Donc on va faire des choses orientées projet, et on va leur demander de réaliser eux-mêmes du travail. Et moi, je vais aller un peu plus loin que ça. Les mains, ça sert à faire, mais ça sert aussi à sentir. Donc en fait, quand ils mettent les mains sur les objets, on ne va pas juste leur demander de faire une tâche, mais juste d'aller toucher. Peut-être que vous viendrez ici après la leçon, il y aura mes assistants qui seront là, vous pouvez venir toucher, pas pour rien faire, c'est vous toucher pour apprendre. Donc il y a cette dimension, si on veut, du hands-on qui consiste vraiment à aller se mouiller les mains, se salir les mains. Ici, il n'y a pas d'huile dans le guidage flexible, donc on ne salit plus les mains, mais il faut quand même les toucher pour apprendre. Et c'est une piste importante à suivre, et ça a des impacts sur la manière d'enseigner, donc aussi logistique. Il y a Jörg Schiffman qui est là, on parle de ça. Quand on a 500 étudiants qui doivent toucher quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on leur fait toucher. Mais bref, c'est important de garder cette chose-là en place.
Ensuite, j'ai mis ici nonchalance, confiance. Quand on est créatif, on se trompe au moins 9 fois sur 10. Moi, je me trompe encore plus souvent que ça. Mais ça fait partie du jeu. Donc, si on a peur de se tromper, il n'y a rien qui sort. Donc, il faut mettre les gens dans des situations où on a le droit de se tromper. Et surtout pas aller à la chasse. Le mot recherche est en fait horrible parce qu'on ne fait pas que chercher, on recherche. Ça a l'air d'être tellement... il y a la volonté qui est tellement là en train de creuser, alors que pour la partie créative, encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Notre ami Archimède était dans son bain quand il a dit Eureka. Il n'était pas sur son bureau avec du café, il était dans son bain, j'imagine, en état de relaxation intense, et là, Eureka. Et donc, il y a une sorte d'état d'esprit qu'il faut arriver à mettre dans ces phases créatives. Il y a des moments où il faut être rigoureux, systématique, mais il y a une phase créative où il faut pouvoir avoir quelque part du culot, être nonchalant, être un peu hautain par rapport à tout ce qui a été fait avant nous. Comment vous voulez qu'on aborde ces sujets avec tous ces génies qui étaient derrière nous, et nous on est là, on se dit Instant Lab, Einstein, il faut bien que quelqu'un le fasse, on essaye. Donc il faut avoir ce culot, cette confiance en soi, se laisser aller pour se lancer. Et après, bien sûr, il y aura la vérité, le censeur scientifique qui va nous taper sur les doigts, mais il faut bien commencer quelque part. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Creative Mind State. Alors j'ai mis ça. Donc on peut, à mon avis, non seulement entraîner la créativité, mais on peut devenir un professionnel de la créativité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à 8 heures, vous avez rendez-vous, et puis vous pouvez être créatif de 8 à 10. C'est possible. Mon métier, c'est un petit peu ça. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est créatif. Ça veut pas dire que les résultats vont être bons, mais on peut se mettre dans un mode créatif, et ce mode mental, il peut se travailler, on peut amener les gens à s'y mettre, à les faire constater qu'ils y sont, et à les faire y rester pour développer cette chose-là. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis faculté artistique. Donc, de mon expérience, si on regarde le schéma qu'on avait avant, dans ces zones-là, il se trouve que les gens qui travaillent dans le domaine des arts ont osé aller plus loin, ont osé creuser plus, ont osé écrire plus, ont osé proposer plus de choses que ce que moi j'ai pu en tout cas vivre en me frottant au monde scientifique. Donc je pense qu'il y a beaucoup à apprendre pour ensuite avoir des bons résultats scientifiques, mais dans cette phase-là, en allant regarder comment font les artistes dans leur métier. Voilà, j'ai mis le jeu, j'ai mis les langages. Alors les langages, c'est aussi une longue histoire, mais on va laisser l'histoire, l'expérience. Donc à la fin, pour que ce qu'on fait ait de la valeur, il faut le tout. Hein. Donc il ne suffit pas juste d'être créatif. Donc il reste qu'il faut aller à l'université, apprendre les maths, être rigoureux, etc. Mais on a vraiment les deux moitiés, si on veut, du cerveau qu'on arrive à nourrir, je pense, par l'enseignement. Voilà, on arrive au bout du temps. Je n'ai pas regardé ma montre, mais on va la regarder, ça a l'air pas trop mal. Je vous remercie. J'espère vous avoir convaincu que malgré que la mécanique soit ancienne, surannée, dépassée et vieille, on peut la réaborder avec ces mêmes outils, ces mêmes mains, ce même cerveau et faire du nouveau. Et vous avoir stimulé vers une ouverture de l'ingénieur, de l'enseignement, et voilà, et du partage en fait de toute cette belle culture qui est la nôtre. Merci à tous.